langue? Ça va français. Français, c'est le meilleur au monde. British. Oh mon Dieu. Do you consider yourself a patriot? Ay, Maze! I wonder if you could be so kind to help and direct me to the Arab Culture Center. There is no Arab center here. Not culture, not Israeli culture, not Arab, not culture at all. Special for you to remember Israel. Shalom, shalom, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Falafel Cinéma. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Adi Walter, qui a réalisé un film qui s'appelle Shtetl et qui sort en salle mercredi 13 décembre. Shtetl se déroule en juin 1941 dans un village ukrainien à la frontière polonaise, 24 heures avant l'opération qu'on a appelée l'opération Barbarossa, et qui décimera en fait, qui fera près de 5 millions de morts. Alors, dans cette histoire, qui est une sorte de Roméo et Juliette, un petit peu tournée en yiddish, un mariage va avoir lieu, mais voilà, cet événement va être contrarié par le retour d'un ancien prétendant. Alors, tout d'abord, une question un petit peu évidente pour toi, à laquelle tu as dû beaucoup répondre. Pourquoi Shtetl? Pourquoi ce film? Moi, j'ai un problème, j'allais dire presque d'historiographie du cinéma avec les films qui traitent de la Shoah, c'est-à-dire au sens où moi j'ai l'impression, enfin en tout cas à titre personnel, je sens qu'il y a presque une interdiction de la représentation de la destruction en vérité. Donc moi je comprends pas vraiment comment on peut mettre ça en scène. Il y a des gens il y a des cinéastes de très grand talent qui l'ont fait, hein. C'est plus une réflexion personnelle qu'un jugement de valeur sur ce que les autres ont fait. C'est juste que moi ça me paraît impossible. Donc j'ai cherché, je pense de manière inconsciente, parce qu'au fait l'idée elle m'est venue de manière très naturelle, vraiment d'un coup, c'est-à-dire et l'histoire et le dispositif. Mais je pense que de par ce problème que j'avais avec l'historiographie des films qui traitaient du sujet, Ouais. je me suis dit en fait, voilà, qu'est-ce qui peut nous donner à sentir ou nous donner à comprendre tout ce qui a été enlevé, tout ce qui a disparu, tout ce qui a été détruit. Donc si je fais un film sur la vie, c'est-à-dire si je fais par exemple les dernières 24 heures d'un petit village juif en Galicie, ce qui est l'objet de mon film, Ouais. bah peut-être qu'en montrant la vie dans toutes ses dimensions, dans toute sa pluralité, dans tout ce qu'elle a de vibrionnant et de vibrante, Ouais. peut-être qu'on comprendra si je fais ce film-là ce qui a été retiré et assassiné, retiré de l'humanité et assassiné dans un geste criminel. Je me suis dit la meilleure manière de parler de la Shoah finalement c'est de montrer la vie et pas la mort et la destruction, c'est-à-dire de montrer ce qui était vivant et ce qui ne l'est plus. Oui, alors justement, par rapport à ça, il y a au niveau du décor, il y a tout un shtetl qui a été reconstitué justement en Ukraine, hein. Est-ce que tu peux nous parler du temps que ça a pris et comment t'as procédé? Oui, alors c'est l'entreprise un peu viscontienne, hein, c'est un peu fou, hein. On a fait il y a eu déjà un travail, j'allais dire presque d'architecte. Il a fallu travailler déjà à partir des archives avec Ivan Levchenko qui était mon production designer, donc mon directeur artistique, et puis la chef déco Yulia Antikova. Donc on a travaillé tous les trois vraiment de manière extrêmement précise sur comment reconstituer ce shtetl. Ça c'était la phase, j'allais dire vraiment de prépa, et puis ensuite est venu le temps de la construction, et là la construction ça a été un véritable défi parce qu'il y avait une trentaine de maisons qu'on avait on avait l'intention de construire une trentaine d'unités d'habitation ou de commerce ou voilà, il y a une boucherie, il y a évidemment une choule, enfin une synagogue, etc. Donc, ça a été une entreprise parce que à l'époque on devait tourner le film en 2020 et puis il y a eu le Covid. Ouais. Donc il y avait un budget pour la construction du décor qui était assez important mais qui était gérable. Et puis après le Covid,
on revient donc préparer la construction du décor. Et là, Ouais. le prix du bois a doublé. Ah oui, Donc, d'accord. les Chinois avaient préempté tout le bois disponible en Ukraine. Donc D'accord. c'est une époque, pour ceux qui se rappellent de l'actualité, il y avait beaucoup de sujets d'actualité ou de presse ou de médias ou Mmh. sur le prix du bois. Parce que le bois devenait extrêmement cher. Donc D'accord. le budget avait doublé, donc on a dû trouver des solutions et le chef décorateur, enfin l'équipe de décorateurs a dit ok, on va prendre 2,33 tonnes et puis on va aller acheter des petites maisons on va aller acheter des petites isbas, des petites maisons dans des jardins. D'accord. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc on est parti acheter à des paysans des maisons des sortes de cabanons qui tombaient un peu en ruine, et on Ouais. les a découpés, débités Ouais. comme ça, on les a reconstruits. Et en fait, ce qui donne du coup au décor une patine. OK, ouais. Certaines de ces maisons étaient très anciennes, Ouais. donc ça a donné, c'était un mal pour un bien. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça a donné au décor une espèce de patine qu'on Ouais. n'aurait jamais eu autrement. Donc Ouais. ce sont véritablement d'anciennes maisons. Ouais, une forme de réalité, en fait, Tout à fait. et Et alors après, c'est vrai que tout l'enjeu, c'était de construire ce shtetl de manière aussi à ce que la caméra puisse circuler à l'intérieur, ce qui est ouais. encore l'autre partie du défi. Oui, alors est-ce que tu t'es inspiré, d'un shtetl en particulier? Ou est-ce que, Oui, ça alors fait partie oui, su de oui? oui, sur le shtetl, on a travaillé à partir de sources qui étaient vraiment galiciennes, c'est-à-dire vraiment, puis là, en l'occurrence, on était en Ukraine, occidentale, donc l'histoire se passe en Ukraine occidentale, donc on a vraiment cherché à être fidèle à ce que pouvait être un shtetl en 1900, enfin, au moment, en tout cas, au moment où les soviétiques prennent le contrôle de ce territoire, Mmh. avec de petites modifications. Par exemple, le fait que les soviétiques avaient électrifié aussi toute une partie de ces endroits, ce qui n'existait évidemment pas du tout avant l'arrivée des Ouais, soviétiques. Aussi, on est dans une zone frontalière, l'Allemagne nazie, dont l'histoire du film est juste en face. Donc, ouais, on a été assez fidèle à ce que ça a été. ouais. Mais par exemple, dans le cas de la choule, dans le cas de la synagogue, moi, j'avais comme ambition de ne pas faire une synagogue typiquement galicienne ou typiquement d'Ukraine occidentale. C'est-à-dire, je voulais qu'elle incarne ou qu'elle représente ou qu'elle porte en elle tous les styles ashkénazes, enfin, c'est-à-dire plus exactement tous les styles du Yiddishland, c'est-à-dire presque qu'on y retrouve des éléments qui aillent de l'Alsace presque jusqu'à la Sibérie, c'est-à-dire en fait, Mmh. bon, même si le Yiddishland c'est pas exactement ça, mais enfin, il y a un Ouais, arc, en tout cas, ouais, dont l'origine se situe là, comme ça, en Alsace, dans le pays de Bade et tout ça, puis qui va par l'histoire, par le Yiddish, jusqu'en Sibérie. Donc j'ai voulu presque qu'on ait une sorte de symbiose des styles, parce que pour moi, c'était plus, cette synagogue, elle portait plus que l'histoire particulière que le film met en scène. C'est-à-dire, elle porte aussi, elle est symbolique. Donc elle est aussi bien sûr. symbolique d'une civilisation entière qui a été éradiquée. Ouais, tout à fait, et justement, puisque tu parles, du yiddish, enfin, ça fait quelque chose de très fort avec ce film puisqu'il est tourné, en yiddish, entièrement, je crois, et alors au niveau de la direction d'acteurs, j'ai vu que tu avais travaillé, avec, Tal Ever Chibowski. Oui. Est-ce que les acteurs et les actrices, alors il me semble que oui, ont un lien avec, le yiddish, par ailleurs? Oui, alors il y a une pluralité d'acteurs. Ça, c'est un casting international, donc on a effectivement casté des acteurs aux États-Unis, beaucoup au Canada, en Angleterre, en Israël, en Pologne, en Ukraine. Donc il fallait trouver des gens qui étaient capables de jouer en yiddish de manière fluide et rapide, en particulier des jeunes. Ouais, Tal a travaillé plutôt sur les petites voix, c'est-à-dire en fait tous les petits rôles, presque les rôles minuscules qu'on entend toujours derrière. d'accord, Mais j'ai travaillé avec un coach qui s'appelle Lily Rosen, qui d'accord. est, pour ceux qui connaissent, celui qui a coaché les acteurs de la série Unorthodox sur Netflix. Ouais, d'accord, ouais. Puis aussi le rôle du rabbin dans la série Unorthodox, Ouais, une sorte de rabbin alcoolique, voilà, qui est figure assez noire de la série. ouais, Il joue également dans mon film, il joue un rôle de chassid, ce qu'on appelle les Breslev, c'est-à-dire en fait, ils sont des mystiques ouais,
qui aime bien aller dans la nature, s'adresser à Dieu et crier leur désarroi, etc. Donc, il a un très beau rôle dans le film. Et c'est lui qui était le coach aussi donc des acteurs. Il a eu un rôle effectivement très important. Ceci étant, c'est vrai que j'ai plusieurs acteurs dont le yiddish est la langue de naissance, la langue d'origine. Ils ont grandi dans des milieux yiddishophones. Ça, c'est le cas des Américains. C'est son cas à lui, par exemple. Il a un rôle dans le film. C'est Saul Rubinek dont tu parles? Saul Rubinek, c'est un peu différent. Alors, Moshe Lobel, qui joue le personnage de Mendeleu, qui est Ouais. le rôle principal, lui est né Ouais. dans un milieu yiddishophone. Même chose donc pour Lily Rosen, dont j'évoquais la figure à Ouais. l'instant. Saul Rubinek, c'est sa langue maternelle au sens où c'est la langue qu'il a parlée dans la toute petite enfance. D'accord. Il est né à Munich en 1945, donc il est né dans un endroit où s'étaient regroupés un certain nombre de gens, enfin de personnes, ce qu'on appelait les personnes déplacées à l'époque. Donc c'est un très grand acteur canadien, Saul Rubinek. Il est Ouais. connu des cinéphiles. C'est l'acteur canadien presque le plus connu en fait en vérité. Ouais, C'est un habitué des films des frères Cohen. C'est un très grand acteur. Il a fait des films comme Wall Street, etc. Avec Michael Douglas où il a le troisième rôle quasiment. ouais. Donc Ça il a le aussi, troisième rôle. Donc voilà, et lui, c'est vrai que ça lui tenait à cœur de jouer en yiddish parce que il a perdu cette langue très vite. Il a émigré au Canada et en particulier au Québec quand il était très petit. Donc c'est une langue qui lui a été un peu, j'allais dire, à retirer parce que elle a subsisté d'une certaine manière dans sa culture et peut-être autour de lui quand il était enfant, mais très vite dans sa famille ils se sont mis à parler autre chose. On parle d'abord le français puis ensuite l'anglais. Okay. Donc il y avait un retour voilà pour lui très important à la langue des origines. Et puis j'avais une jeune actrice formidable qui s'appelle ukrainienne, qui joue le rôle de Yuna, qui s'appelle Anicia Stasevich, et elle qui est d'origine juive. Son grand-père était un juif d'Odessa, etc. Et puis ça fait 3 générations qu'il n'y a plus du tout de yiddish dans sa famille, enfin peut-être 3 même ou 4 générations, enfin 3 en tout cas, à minima. Et néanmoins, quand elle apprenait le rôle en yiddish, elle arrêtait pas de dire it's in the back of my head, donc elle était toujours littéralement c'est à l'arrière de ma tête. Et elle disait ça me revient. Ça c'était étonnant, cette espèce de couche comme ça mémorielle ou d'ADN de la langue. À tel point que le coach disait mais j'ai plus besoin de travailler avec elle, elle le fait de manière parfaitement naturelle. Ouais, ça a été le cas de quelques acteurs aussi ça dans le film. D'accord. Je trouve que dans ton film, il y a une résonance très forte avec tous les sujets que tu abordes. On parlera après de la partie technique, mais avec l'actualité en fait. Parce que tu parles du sionisme. Il y a déjà ces discussions entre les religieux et les laïcs sur est-ce qu'il faut partir en Israël, est-ce que alors c'est pas un nom d'Israël qui est employé, mais Palestine, mais est-ce qu'il faut partir est-ce qu'il faut partir, est-ce qu'il faut rester, est-ce que c'est légitime? Il y a aussi la question d'égalité entre les hommes et les femmes, où les religieux ne travaillent pas et les femmes disent il faut que les religieux travaillent. Il y a toute cette question autour de l'économie en fait aussi. Est-ce qu'on doit travailler tout le temps? Est-ce que on doit se reposer pendant Shabbat? Est-ce que Shabbat c'est sacré? En fait, toutes ces questions elles sont aujourd'hui complètement d'actualité en fait. Le lien avec l'actualité, c'est parce que ce sont des thématiques qui sont toujours d'actualité. Mais le monde du shtetl de l'époque est un monde qui est empreint de discussions dont on retrouve l'écho aujourd'hui. Mais par exemple, sur la question du sionisme, il faut se rendre compte que le sionisme est une idée marginale à l'époque. C'est-à-dire qu'on voit bien dans le film que, par exemple, pour tous les chassidim qu'on voit dans le film, alors attention, parce que les gens disent souvent se trompent, ils disent les juifs orthodoxes qu'on voit dans le film. C'est pas des juifs orthodoxes, c'est des chassidim, donc c'est un courant sectaire quand même mystique très particulier pour lequel d'ailleurs j'ai beaucoup d'affection et le film est en partie une déclaration d'amour à ce monde-là aussi. Mais quand je dis sectaire, c'est pas péjoratif, c'est juste que c'est au sens propre du terme, c'est-à-dire pas au sens des gourous, mais au sens de la voilà. Il y a une vie presque d'une communauté dans une communauté. Donc c'est pour ces gens-là, par exemple à l'époque, l'émigration en Palestine est absolument inenvisageable. Enfin, c'est le cas d'ailleurs. Si vous rajoutez là-dedans, les Juifs orthodoxes dans leur globalité, l'idée d'une immigration en Palestine, c'est complètement hérétique. Enfin, c'est absolument impossible. On ira vivre en Israël seulement que quand le
le Messie sera là. Donc il n'y a absolument pas de possibilité, à part pour un petit, comme ça, il y a dans le film l'évocation des débuts du sionisme religieux, mais qui est très marginal par rapport au racinisme et par rapport à cette question du sionisme. Et puis on voit toutes les autres tendances, en particulier le socialisme, le bundisme, le communisme, qui est extrêmement important. Donc toutes ces idéologies, évidemment, elles infusent à l'intérieur du shtetl, elles sont très, très présentes, et donc évidemment, il y a du débat. On retrouve ces oppositions, par exemple, aujourd'hui en Israël, d'une certaine manière, c'est presque naturel, ça s'est fait de manière organique, mais c'est pas les mêmes objets, tout à fait non plus, parce que c'est pas la même époque, c'est pas le même contexte, et puis c'est pas du tout la même réalité géopolitique non plus. Donc, par exemple, même l'émigration en Palestine, c'est à l'époque... le film se situe en URSS, c'est pas possible. C'est de toute façon pas possible. Donc ce sont des débats, j'allais dire, internes, qui correspondent à des débats idéologiques qui courent quasiment depuis la fin du 19e siècle. Mais c'est vrai que les gens débattaient énormément, les gens se posaient beaucoup de questions, puisque c'était aussi un monde sur la brèche. Donc c'était un monde où il y avait des menaces existentielles aussi qui pesaient sur eux. Voilà, et sur la question des femmes, pour terminer par rapport à votre question, oui aussi, c'est un monde où... les années 20-30, dans les shtetl, les femmes prennent de plus en plus de poids, au sens où un certain nombre d'entre elles, voire beaucoup d'entre elles, s'intéressent aux idéologies, en particulier aux idéologies politiques de gauche, parce qu'elles y voient aussi évidemment une mécanique libératoire. Donc elles vont, pour beaucoup d'entre elles, adhérer aux idées socialistes, ou en particulier bundistes, le Bund qui était très important et où les femmes avaient un rôle conséquent. Donc oui, ce sont des choses qui animent la bourgade juive de l'époque, dans les campagnes. Et dans les banlieues, un shtetl n'est pas forcément, d'ailleurs, à la campagne, ça peut être aussi une petite banlieue, ça peut être voire même une moyenne banlieue. Alors maintenant, si tu veux bien, Adi, on va regarder un extrait de ton film. Die Bistake, der Rom Mendele, und alle Zugen ist gewähnt, der größte Rille in Städtel. Tata? Hast auf Kalsov beschlossen, heimzukommen. 2 Jahre. Bist gekommen, geben Schulden oder bist gekommen, sich zu gesegnen? Weißt, als Kische für Susser Verein so ja? مش كنكشف مع خطاب. أنا فيهم رجس. Wir haben doch dasselbe Halbholz. Ist das so? Celebiona bist gekommen. Nicht so. Aber sie zu spät. Sie ist meins. Единственный верный путь – это путь, и которым ведет нас товарищ Сталин. Sekimen. Modne Zeiten. Menschen in anderen Städten werden verschwinden. Keiner weiß wohin. Es geht vor. Städtel. Vergesst, was es ist. Menschen durchschleppen sich herum mit den zurissenden Kischkissen. Ich bin pink wie die Mama. Ich geb gar nicht noch. Und wie ist dein mit zu Platz? Enfin, il y a des phrases très belles dans ton film. Il y a notamment celle qui dit les Juifs n'ont qu'une couleur, c'est le gris. Et c'est le gris, c'est le secret de toutes les couleurs. C'est le rabbin du village qui est joué par Saul Rubinek qui dit à un moment devant, effectivement, il est témoin d'une dispute très violente à la sortie de la synagogue où donc justement s'affrontent communistes, bundistes, partisans de l'assimilation qui sont aussi importants. Puis de l'autre côté, les racidim, avec à l'intérieur des racides un racide qui envisage une immigration en Palestine et qui se fait rabrouer par tous les autres. Le rabbin sort de la synagogue et assiste à cette espèce de dispute générale qui est liée au retour de l'enfant prodige à l'intérieur du village. Et il va leur dire d'une manière assez jolie, qui est celle que vous évoquez, lorsqu'il dit qu'effectivement les Juifs n'ont qu'une seule couleur, c'est celle qui contient tous les secrets, c'est le gris.
Dieu a peint d'abord le monde en gris et que donc il a le sod, enfin le gris a le secret de toutes les autres couleurs. Et en fait, c'est une métaphore évidemment pour dire qu'il faut rester nuancé et ne pas sombrer dans des idéologies d'opposition qui peuvent être mortifères, y compris pour le peuple lui-même. Ça, c'est une question tout à fait d'actualité quand on voit les divisions qui existent. Mais c'est vrai que je tiens quand même à dire que moi j'ai écrit le film à l'hiver 2018-2019. J'avais absolument aucune idée ni qu'il y aurait une guerre en Ukraine, ni qu'il y aurait les événements tragiques qui se sont déroulés récemment en Israël. Je n'avais pas du tout cette idée-là. Et puis c'était pas du tout l'objet de mon film. En plus de ça, et c'est vrai que ça donne une espèce de poids tout d'un coup aussi au film que j'avais pas du tout imaginé. Ouais. Il y a aussi une autre phrase qui dit la foi ne peut rien sans les armes. Et là, pareil, je me suis dit, mais aujourd'hui. Alors, c'est le personnage principal prononce cette phrase, mais encore une fois, il est dans l'armée rouge, ce personnage. Donc en fait, il revient et pour lui, le rempart face à la menace existentielle qui pèse, déjà les nazis sont de l'autre côté. Pour lui, il demande un réveil, un éveil en fait des gens en leur disant. Et d'ailleurs, un certain nombre de ces gens-là le feront, c'est-à-dire qu'en fait, je fais plutôt référence ici au ce qui a été très bien décrit dans les romans et dans les livres d'un auteur que j'adore, qui s'appelle israélien, qui s'appelle Aaron Appelfeld, enfin qui avant d'être israélien était ukrainien, enfin donc il vient d'Europe. Et donc, ces gens-là vont se retrouver partisans dans les forêts. C'est-à-dire, en vérité, c'est plutôt à ça que je fais allusion. Ou alors, ils vont fuir avec l'armée rouge. Voilà, alors, j'ai souvent, dans des débats qu'on anime après les projections, ça m'arrive d'avoir des gens qui voient une allusion directe à la question sioniste ou israélienne, etc. Mais c'est pas le cas du personnage vraiment, c'est plutôt un appel à... Mais on peut y voir ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème à y voir ça. Une phrase dans l'absolu qui a du sens de se défendre en fait. Voilà, c'est ça. Donc il demande aux gens qui l'entourent d'avoir conscience que la défense passe par effectivement une action, une action, j'allais dire presque d'autodéfense en fait, une action de. Voilà. Il faut souligner qu'il y a eu quand même, ça il faut leur rendre aussi honneur et hommage. Il y a eu énormément de partisans juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et de résistants de manière générale, d'ailleurs, de résistants juifs, et en particulier en Occident, mais dans le Yiddishland, ils ont été extrêmement nombreux à prendre les armes et à être dans les forêts. Donc c'est aussi l'image des Juifs qui se sont laissés abattre comme des moutons, etc. Ça, c'est une image complètement déjà qui est scandaleuse parce que les gens évidemment n'avaient pas le choix face à la mécanique terrible qui était en face d'eux. Et surtout, il y a eu énormément d'actes héroïques et de véritables héroïnes, de véritables héros. Il y a eu beaucoup de femmes dans les partisans aussi, beaucoup. Ouais. Donc ce personnage-là de Mendeleu, il est ça. C'est-à-dire en fait, il dit il va falloir vous réveiller et la lutte, elle va commencer. Ouais. Et ton film on est en 1941, aussi... enfin, les nazis sont en face. Ouais. C'est juste avant la Shoah, ce qu'on appelle la Shoah. Et ton film a aussi une très belle déclaration d'amour au cinéma, parce que ton héros, donc celui qui est fils prodige, qui a envie d'épouser la fille du rabbin, qui revient, et est aussi en fait mu par la passion du cinéma. Alors tu évoques Tarzan dans le film. Alors pourquoi tu as choisi Tarzan? C'est le film de l'époque Oui, alors Tarzan en fait c'est le rabbin qui dit il confesse, même si c'est un mot un peu malheureux, mais il confesse avoir été au cinéma en 1920-1921 et il dit qu'il a vu un film qui s'appelle Tarzan. Oui. Effectivement, il y a eu un film en 1919 muet qui s'appelait Tarzan, qui était une production américaine de mémoire et qui a circulé en qui a circulé dans le monde entier. À l'époque, on pouvait voir encore des films. Donc c'était un sort de cinéma itinérant. Les gens voyaient ça dans les campagnes, ils se rassemblaient pour voir des films muets. Et donc Tarzan, effectivement, un film muet qui a circulé à l'époque. C'est pas le Tarzan avec Johnny Weissmuller qu'on connaît, c'est un Tarzan muet produit en 1918 ou 1919. Donc qui date vraiment des débuts du cinéma, qui est avant le cinéma parlant. Donc oui, il y a aussi des tas de moments dans le film qui sont des tributs directs à des réalisateurs importants pour moi, évidemment Orson Welles, les 14 minutes de plan séquence de La Soif du Mal, ça m'a fortement influencé, donc des films comme La Corde de Hitchcock, qui est aussi en plan séquence, donc il y a il y a plein de références à différentes cinématographies. Donc, je pense à Orson Welles, je pense à Alfred Hitchcock, je pense aussi au cinéma soviétique et en particulier à ce réalisateur ukrainien absolument génial qui s'appelle Donskoy, qui est d'ailleurs mentionné
dans le film. Vraiment, c'est un cinéaste qui est très oublié malheureusement, mais qui a eu beaucoup de prix, qui a été au Festival de Cannes, qui est vraiment un grand réalisateur, et qui a fait un film, s'il faut en voir un, il s'appelle Le Cheval qui pleure. C'est un magnifique film. Je recommande aux gens de voir. De toute façon, regarder tous ces films, c'est beau. Alors, il a fait, malheureusement, entre guillemets, mais enfin, pas malheureusement, parce qu'ils sont beaux aussi, mais enfin, il a fait des films de propagande, hein, évidemment. À l'époque, il fallait faire des films de propagande pour gagner sa liberté, hein, et donc, il a fait à côté des œuvres beaucoup plus personnelles. Il a adapté les romans de Maxime Gorky, qui était un auteur soviétique, etc. Mais il a fait aussi ce film sublime qui s'appelle donc Le Cheval qui pleure, qui est très très beau. Et tous ces films, d'ailleurs, travaillent la lumière en noir et blanc, et donc dans le travail avec le chef opérateur Volodymyr Ivanov, il y a aussi, il y a 24 heures dans la vie aussi d'Ivan Lepine, qui est un film russe soviétique très beau, qui bascule aussi du noir et blanc à la couleur, etc. Donc il y a plein de références. Il y a L'Arche russe de Sokourov aussi, qui est un plan séquence qui se passe dans le musée de l'Ermitage. Je cite beaucoup d'auteurs russes là, donc même si c'est un film ukrainien, donc dans le contexte actuel. Enfin, moi, ça va vous parler, j'imagine, mais enfin, je suis contre tous les types de boycott culturel, moi. Bien Donc, sûr. je trouve que c'est absolument monstrueux, les gens qui boycottent culturellement. Donc, il ne s'agit pas de renier non plus la cinématographie russe et soviétique. Elle est très riche. Absolument. Et elle m'a aussi beaucoup influencé. Donc, il y a plein de cinématographies qui sont convoquées. Voilà, j'en ai cité quelques-unes. Justement, j'avais une question par rapport à la technique, puisqu'on y vient. Donc, c'est tourné en plan séquence, je crois. Enfin, il y a plusieurs plans en séquence que tu as tourné. Et donc, il donne cet effet, en fait, qui est à la fois... il y a vraiment une continuité et en même temps une espèce d'urgence dans le film où on a l'impression que enfin, qu'il y a un long cheminement et que c'est très... C'est très spontané, très fluide, et ça c'est très fort. Et il y a aussi quelque chose sur la couleur, en fait. Les scènes du passé, tu les filmes en couleur, et les scènes du présent sont filmées en noir et blanc, enfin de l'action, sont tournées en noir et blanc. Donc, par rapport à ta formation au cinéma, par rapport à tout ça, donc, là tu as parlé des conséquences en effet, et aussi un hommage à tout ce que tu aimes, etc. Mais comment ça s'inscrivait par rapport à l'histoire que tu voulais raconter? C'est-à-dire, moi j'ai eu l'idée du dispositif en même temps que le narratif. Hein. C'est-à-dire, moi j'ai presque d'abord eu l'idée du plan séquence, en fait, parce que je me suis dit, ok, j'évoquais au début de l'entretien le problème historiographique que j'ai avec les films qui parlent de la destruction et de la mort, et moi je voulais mettre en scène la vie, et donc je me suis dit, ok, c'est l'histoire d'un type. Vraiment, ça m'est arrivé comme ça. Hein. Donc je me suis dit, ah bah tiens, voilà, je vais raconter l'histoire d'un type qui revient au village pour empêcher un mariage arrangé. Donc voilà, il peut pas l'accepter, et voilà, et donc il va revenir partir avec l'être aimé qui elle-même est amoureuse de lui, et donc ils ont tout un plan pour s'évader, sauf que cette évasion sera contrariée et finalement impossible parce que le village sera attaqué. Et donc il revient au mauvais moment. Il revient une journée avant l'attaque surprise des Allemands sur l'Union soviétique, et donc il rentre au shtetl, il rentre au village, et il n'en sortira jamais. Voilà. Et donc évidemment, pour moi, cette idée-là, cette histoire vous parliez de Roméo et Juliette, c'est absolument vrai. Il y a une dimension très shakespearienne. Moi, j'ai relu Roméo et Juliette avant d'écrire mon film, hein, donc et je dis relu, ça fait très prétentieux, je me souviens même pas vraiment l'avoir lu à l'époque, donc je l'ai lu. Mais j'avais lu d'autres pièces de Shakespeare, en fait, en vérité, parce que j'avais surtout vu au théâtre, en fait, en vérité, parce que j'ai toujours bien aimé Shakespeare. C'est très romanesque, Shakespeare, enfin, je trouve ça plus flamboyant que Molière, en fait. Donc Molière, ça m'a toujours un peu fait chier. Pas vraiment fait chier, parce que c'est beau aussi, mais c'est plus comique, c'est français, quoi. Il y a un côté un peu caustique, comme ça, on se moque un peu de tout, etc. Bon, c'est très français, quoi. C'est très, à tout le moins parisien, et donc je connais ça par cœur. Et Shakespeare, c'est quelque chose de beaucoup plus flamboyant, c'est très tragique. Hamlet, c'est quand même un truc extraordinaire, c'est d'une puissance narrative dingue, donc il y a une dimension beaucoup plus shakespearienne, en fait, dans ce que j'ai écrit, au sens où, effectivement, c'est une histoire d'amour tragique, donc c'est très shakespearien. Enfin, c'est vrai que le Roi Lear, Hamlet, ces choses-là, enfin, c'est des trucs quand même, c'est une dimension complètement folle. Et je ne me suis jamais posé autrement la question que de le faire en conséquence, parce que c'était évidemment, voilà, ce personnage, on allait partir avec lui, revenir au village avec lui, s'évader avec l'être aimé avec lui, et puis mourir avec lui. Donc on pouvait pas en sortir de cette mécanique, et donc faire du chant contre chant et de la coupe, ça m'intéressait absolument pas. Ouais, et du coup, j'imagine que ça a demandé énormément de préparation. C'est un parti pris, il y a des gens qui détestent ça, il y a des gens qui n'aiment pas les plans séquences, ils ont l'impression de se faire capturer, emprisonner, c'est-à-dire ils ont l'impression d'être otages finalement du principe filmique, enfin du cinéaste, etc. Mais c'est un parti pris que j'assume totalement, c'est un dispositif que j'assume totalement.
Ouais, on est pris dans l'histoire. Et Voilà. justement, ça, j'imagine, ça a dû demander beaucoup de préparation en amont. Oui, c'est un travail avec le chef opérateur sur un logiciel très compliqué. D'abord, on a été voir beaucoup de peintures. On est allé à la Pinacothèque de Munich parce qu'on voulait revoir des peintures d'un peintre flamand on voulait voir des peintures d'un peintre flamand qui s'appelle Hans Memling. Il a peint un magnifique tableau qui a une sorte de village monde. Donc ça, c'était quelque chose qui nous intéressait beaucoup. Donc on avait tout un travail sur l'iconographie vraiment picturale, hein, c'est-à-dire de l'histoire de la peinture et en particulier ce peintre, donc Hans Memling. Donc ça, c'était vraiment tout le travail sur la lumière. Puis ensuite, on a commencé à discuter des mouvements de caméra. Moi, j'ai consommé, entre guillemets, beaucoup de danse contemporaine. J'aime beaucoup la chorégraphie. D'accord, ouais. C'est très chorégraphié, le film. Ouais, Hein, donc, très chorégraphié, ouais. moi, j'ai adoré la danse contemporaine. J'en ai vu énormément à une époque. Je suis très marqué par des trucs comme la Judson, c'est la Judson Avenue ou Barachnikov, enfin des choses, voilà, des grands, Mikhail Barachnikov, des écoles de danse en tout cas très très importantes qui m'ont marqué. Et puis ensuite est venu vraiment le travail de comment on allait composer ce plan séquence, puisque c'est un film sous la forme du plan séquence, et que donc il s'agissait de mettre bout à bout une trentaine de plans séquences, dont certains très lents, les raccorder en lumière naturelle, parce qu'on était quand même beaucoup en lumière naturelle, parce qu'il fallait quand même le sentiment en 24 heures, enfin qu'en 1h45 de film, on traverse 24 heures, et ces 24 heures représentant un monde entier qui s'apprête à être englouti. Donc c'est beaucoup de travail, donc ça a été effectivement une mécanique très lourde. Il fallait passer d'une grue de 8 mètres à un buggy, donc une voiture puis le steadicammer qui prenait la caméra sur le buggy, et puis la caméra qui partait sur un drone. Enfin, c'est une sorte de principe de domino comme ça. Combien de temps a duré le tournage en tout? J'ai amené mon main cast, enfin mon équipe d'acteurs principale, une dizaine de jours, 2 semaines avant le tournage. Je les ai fait répéter dans le décor. Donc ça, pour moi, c'est déjà presque du tournage, parce qu'il fallait être extrêmement prêt, vu les contingences et le défi technique et les challenges qui nous étaient posés. Il fallait absolument qu'ils soient extrêmement prêts. Donc pour moi, c'était presque du tournage, parce que à ce moment-là, je posais tous les mouvements de caméra, déjà toute la direction d'acteur en amont. C'est rajouté à ça 5 semaines, donc je dirais 7 semaines. Oui, c'est quand même assez court. C'est normal. Normal. Okay. Ouais, c'est une durée normale. D'accord. Par rapport à la musique, comment tu as choisi le compositeur? Tu travailles toujours avec la même personne ou... Non, là c'était la première bande originale d'un compositeur qui est très 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 bon, qui est un musicien qui a eu le prix du disque France Inter, etc., qui s'appelle David Federman. Oui, c'est ça. Qui avait travaillé avec moi sur des documentaires dans le passé, et donc il a composé une musique tout à fait originale et très singulière, et qui apporte énormément au film. Absolument. Est-ce que tu as du nouveau sur l'endroit où tu as tourné, puisque depuis il y a eu la guerre Ouais, alors c'est compliqué de savoir. Il y a beaucoup on sait que les producteurs ukrainiens nous ont dit que le décor avait été utilisé surtout quand on connaît la fin du film, c'est particulièrement étrange, mais le décor a été utilisé par une unité de tank de l'armée russe. Donc ils ont habité dans le décor apparemment pendant un certain temps. Je sais que la région est minée. Ce que je peux dire avec le plus de certitude possible, c'est que ce que je sais, je le sais par les producteurs ukrainiens. Donc j'y suis pas allé moi-même, donc je peux pas vous dire, faire attention avec ce que je dis, mais je ne sais pas non plus à quel point ça a été utilisé par l'armée, etc. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le décor s'est trouvé complètement pris en zone de guerre. Ça, c'est vrai. La post-production du film elle-même a été arrêtée par la guerre, donc on a dû retourner en Ukraine pendant la guerre en mars 2022 pour récupérer les masters du film, qui étaient trop lourds. Ça passait pas par Internet, il n'y avait plus d'Internet. Donc de toute façon, c'est trop lourd, ça passe pas vraiment par Internet. Donc il fallait récupérer les bandes du film, les bandes originales du film. Donc on a dû retourner effectivement pendant la guerre rechercher tout ça. Ouais. Ça a été assez fou, parce que déjà que le tournage était empreint de la guerre qui arrivait, puisqu'on savait on sentait que la guerre allait arriver, et que donc de devoir revenir pendant la guerre ensuite pour récupérer le film, c'était une aventure en soi. Ouais. Et j'avais une question à te poser que je ne t'ai pas posée, si je connais la réponse, mais je pense que c'est bien pour les gens de la connaître. Tu as enlevé un E au nom Shtetl. Donc, est-ce que tu veux bien me répondre? Oui, bien sûr. Non, c'est un hommage direct
un écrivain très célèbre, hein, qui s'appelle Georges Perec, et donc au roman La disparition. D'accord. Et adolescent, mes parents m'avaient dit tu devrais lire ce livre. Et j'étais bon, je pense déjà, enfin à l'époque j'étais déjà préoccupé par ces questions-là. Et puis je dit mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Et puis mes parents m'avaient dit ah c'est un livre, tu verras c'est génial. Il a écrit 500 pages sans la lettre E. Je dis bon c'est sympa, mais enfin ça va peut-être un peu m'emmerder de lire un livre avec comme ça sans la lettre E. Et puis ils m'ont dit non mais t'as tort, c'est-à-dire le E en fait tu vas comprendre, c'est pas la lettre E, c'est E, c'est-à-dire c'est sa famille assassinée dans les camps, et le E c'est le peuple qui manque. Et donc j'avais trouvé ça très émouvant, et donc c'est une histoire entre guillemets, l'histoire même du roman est quelque chose qui m'avait beaucoup touché, avec lequel j'ai toujours vécu un peu d'une certaine manière, et donc j'ai voulu lui rendre hommage. Merci Adi Walter d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ton film Shtetl, qui sort en salle donc mercredi 4 décembre. Voilà, dans tous les bons MK2. Dans tous les bons MK2, très bien. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté Falafel Cinéma. Vous pouvez me retrouver aussi sur un blog bilingue anglais qui s'appelle Movie in the Air. Vous pouvez vous abonner. Et comme ce podcast n'est pas sponsorisé, vous pouvez aussi acheter mon premier roman, Nous Anarchou, publié aux éditions de Beauvilliers, qui est une dystopie sur la mémoire. À bientôt, merci et shalom, shalom. Shalom. Chag Sameach. Special for you to remember Israel.